Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Apéricipe qui aujourd'hui s'intéresse au bilinguisme. Un bilinguisme qui, dans notre région, est à géométrie variable. Alors si tout le monde s'accorde à dire que c'est un atout, les fissures dans le discours et dans la réalité existent. Alors jusqu'où pousser le bilinguisme entre réalité politique, attentes légitimes, contexte? Eh bien, nous en parlons avec nos 4 invités juste après cette introduction en images. Bien plus que faire parler le français et l'allemand, le bilinguisme fait partie de l'identité de la région biennoise. S'il peut représenter un défi sur le plan administratif dans la cité horlogère, le jeu en vaut la chandelle, estime la maire de Bienne, Glenda González-Bassi. C'est visible, c'est unique, c'est attractif, ça nous permet une grande flexibilité au niveau professionnel, les places de travail par exemple. Et c'est un enrichissement pour la population et la cohésion nationale. On est un exemple de ce que peut être la cohésion nationale en Suisse. Une identité linguistique qui n'aurait rien à voir avec le Jura bernois. C'est en tout cas l'avis de Richard Vaucher. Pour le président d'Arc Horloger, les synergies entre la Berne francophone et son voisin biennois restent importantes, mais en laissant de côté le bilinguisme. Nous, on se sent moins concernés par la volonté de bilinguisme. Certes, on a envie de savoir ce qui se passe à Berne politiquement, où les décisions sont prises, etc. On est une minorité, puis dans ce sens-là, je pense que si on veut que notre spécificité, puis qu'on puisse vivre de manière harmonieuse avec le reste du canton, cette spécificité francophone, purement francophone, doit être soulignée, doit être maintenue, puis doit être choyée, en quelque sorte. S'il progresse à Bienne, le bilinguisme ne se porte pas forcément mieux ailleurs en Suisse. Le canton de Zurich veut notamment repousser l'apprentissage du français dans le cursus scolaire, tandis que la ville de Berne a mis fin à son programme de classe bilingue. Un mauvais signe aux yeux de Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme. Les langues nationales, donc l'allemand, le français, sont des langues qui doivent rester prioritaires. Pourquoi ? Il en va de la démocratie en Suisse. Ce qui nous inquiète, effectivement, c'est de voir les mouvements qui ne prennent pas du tout la même direction ailleurs en Suisse. Et même, vous l'avez mentionné, même dans le canton de Berne, dans la ville de Berne, qui est une ville fédérale. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On a fait de différentes prises de position. On fait pas mal de travail politique sur ces sujets-là. Tout le monde n'aurait donc pas forcément la même vision concernant la question bilingue. C'est ce que constate aussi Daniel Elmiger, professeur au département de langue de l'Université de Genève. Il y a, selon lui, plusieurs conceptions du bilinguisme. Souvent, les gens ont une vision très maximaliste du bilinguisme. Donc, est seulement bilingue qui sait tout faire dans deux langues et puis qui a des compétences maximales. Alors qu'on essaye de promouvoir aussi avec nos travaux une vision plus d'utilisation de deux ou de plusieurs langues. Donc, et puis pour ça, il n'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise maximale dans deux langues. Alors, faut-il se contenter de parler seulement en français? Oder auch ein bisschen Deutsch? Deutsch ou français, that is the questions, comme diraient celles et ceux qui ne veulent pas prendre parti. En tout cas, les bases de la discussion sont posées. Je me tourne directement vers vous, Virginie Borel, pour entamer cette discussion. Alors, on répète un peu partout, dans la région, dans le canton de Berne, que le bilinguisme ici est plutôt naturel, que c'est dans notre ADN, on en fait une sorte de fierté régionale. Mais si on est un peu honnête, franchement, est-ce que c'est pas un peu, c'est pas devenu comme un espèce de mythe utile qu'on raconte un peu partout, alors que franchement, dans la vraie vie, chacun reste dans sa langue et parle sa langue? C'est ambigu, c'est jamais facile le bilinguisme. Je pense qu'il faut vraiment partir de ce constat-là. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est inné, qui est donné. On sait que le français, l'allemand, les dialectes, faut surtout pas oublier cette dimension-là. Ça complique la communication. Rien n'est simple. Mais si on reprend aussi le passé de notre région, pourquoi Bienne est devenue bilingue à partir du 19e siècle ? Économiquement, il y a eu un besoin économique de notre région de forces de travail. Il se trouve que ces forces de travail sont venues de l'arc jurassien
Et puis, ça a renforcé, et cette présence de francophones s'est renforcée au fil des années. Et on le voit aujourd'hui avec un chiffre à Bienne de 44%, mais pas uniquement, parce qu'évidemment, le bilinguisme, à mes yeux, ne se cantonne pas à Bienne. Bienne et Évillard en ont fait un étendard, effectivement, ville officiellement bilingue. Comme ça a été dit dans le reportage, c'est en fait une spécificité totalement incroyable. Et effectivement, je pense que c'est un élément dont ces deux communes peuvent vraiment être fières. Pour le reste, il faut véritablement parler d'un bilinguisme à géométrie variable, que ce soit dans le Zéland, que ce soit dans le Grand Chastral. Mais le bilinguisme, on ne peut pas l'occulter et on ne peut pas dire Grand Chastral, c'est qu'en français, Zéland uniquement en allemand, et puis c'est Bienne qui fait la frontière. Alors je me tourne vers vous, Bienne qui fait la frontière, en tout cas Bienne revendique ce bilinguisme, cet ADN, mais finalement on se rend compte avec ce que vient de dire Virginie Borel que c'est un ADN acquis, c'est pas vraiment génétique, donc ça demande énormément d'efforts. Il n'y a pas de bilinguisme parfait à Bienne. Alors, il y a tout un débat sur l'inné et l'acquis. Donc, je ne voudrais pas rentrer là-dedans, mais ce que je peux dire, c'est que ça appartient vraiment à l'identité de Bienne et de la région, ce bilinguisme, pas seulement Bienne. Et on voit vraiment qu'au niveau de l'agglomération, ça s'étend. Il y a une attractivité du bilinguisme, je pense, et aussi de cette spécificité biennoise, ce qui fait que des gens viennent explicitement pour cette raison-là s'établir à Bienne. Et je pense que c'est une source d'enrichissement, une source d'ouverture et de créativité pour Bienne. C'est pour ça que c'est si riche. Et en parallèle de ça, je pense qu'à l'avenir, ça va se renforcer parce qu'il y a un intérêt, en fait, à être ouvert à l'autre pour créer ensemble. Donc, c'est un défi aussi, mais c'est surtout une richesse. Richard Vaucher, on vous a entendu dans le reportage, vous avez tout de suite souri en disant « ça y est, on me remet dans la bouche quelque chose ». Il n'empêche que cette identité francophone, elle est très, très forte, vous la revendiquez, mais pourquoi, au fond, vous ne vous sentez pas, ou ici, on est ici à Tramelan, pourquoi on ne se sent pas vraiment concerné par le bilinguisme? Mais d'une manière générale, notre culture ici, dans l'école, etc., c'est une culture francophone. Médiatiquement, on a été toujours, si c'était inaudé, mais du moins, en tout cas, soumis aux télévisions françaises, etc. On a une ouverture aussi culturelle qui est sur la francophonie, au sens large du terme. On a une minorité, puis en tant que minorité, on doit forcément un tout petit peu défendre plus ce qu'on est culturellement que quand on est une majorité. Et puis, on considère qu'effectivement, ici, on est une région francophone. Et d'un point de vue administratif, d'un point de vue de la communication entre nous, etc., on parle français. Ouais, c'est comme ça. Mais ce n'est pas un réflexe de fermeture par rapport à autre chose. C'est simplement que nous sommes francophones et nous avons dans la même entité politique, donc le canton de Berne, il y a 90% de la population qui est germanophone. Puis, ouais, c'est pas grave en soi, mais ça nous oblige à être relativement attentifs dans cette région du Grand Chastral. Grand Chastral, d'ailleurs, ne se traduit pas, c'est en français. Grand Chastral, sans chichi. C'est comme ça. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas de gros Chastral, c'est ça? Daniel Elmiger, au fond, tout ça pose la question de notre relation à la langue, à notre propre langue. Finalement, c'est les francophones ou les germanophones qui tiennent plus à leur identité, à leur langue. Quelle est leur relation avec leur propre langue? Question difficile. Je crois que chacune a une relation avec son répertoire langagier. Puis aujourd'hui, il n'y a plus guère des gens qui ne parlent qu'une seule langue. Donc je crois que c'est devenu un peu habituel, mais aussi avec l'enseignement des langues scolaires, qu'on a une identité qui est multiple. Mais je vois que dans la région de Bienne, il y a pas mal de gens qui ont une identité qui est bilingue, qui est plurilingue et qui est assumée, alors qu'il y en a d'autres qui souhaitent simplement vivre dans leur langue. Et puis, comme c'est une autre attente aussi par rapport aux autorités, par rapport à la vie culturelle, ça peut des fois créer des tensions.
Alors on l'entend, le mot attente. J'imagine que dans une ville comme Bienne, les attentes par rapport aux services qui sont fournis par la ville, par l'accès à ces différents services, elles sont très très fortes de la part des deux communautés. Oui, certainement. Une grande différence, je dirais, c'est que, et ce qu'il faut vraiment comprendre dans le bilinguisme à Bienne, c'est que c'est un bilinguisme vécu, intégré. Ça veut dire que c'est la liberté pour chacun de s'exprimer dans sa langue et de participer au débat dans sa langue. Mais ça veut dire aussi que si on revendique cette identité, on doit pouvoir mettre et rendre accessible la pratique des deux langues à l'ensemble de la communauté. Ça ne veut surtout pas dire l'obligation pour chacun d'être dans les deux langues. C'est deux choses totalement différentes. Pour moi, c'est plutôt une opportunité que chacun ait la liberté. Et nous, Ville de Bienne, administration, c'est notre tâche de mettre à disposition cela et de garantir la pratique des deux langues à tous les niveaux. C'est pour ça que même à Bienne, le bilinguisme est à géométrie variable. Virginie Borel, vous vouliez réagir? Mais ça me semble vraiment important parce qu'on a l'impression que on veut que tout le monde devienne bilingue. C'est pas la question. Moi, ce qui est au centre, mais c'est au centre aussi des préoccupations qu'on a pour la Suisse, qu'on a pour les autres cantons bilingues, c'est qu'il y ait au minimum la compréhension. Et ça, je crois qu'on est en train de le perdre de vue pour des histoires un petit peu de chasse gardée. Bien sûr, mon identité, moi, je suis romande, j'ai grandi en français, j'habite à la Neuville. Enfin, pour moi, c'est clair que j'ai une identité, une culture francophone. Mais ce qui a toujours été essentiel et ce qui m'a ouvert beaucoup de portes, c'est véritablement la communication, la compétence d'abord de comprendre. J'ai commencé par là parce que j'ai pas eu de favoritisme, j'ai pas grandi dans une famille bilingue. Et c'est d'abord de comprendre, de chercher à comprendre ce que me disaient les gens. Et puis après, d'essayer de leur répondre. Et ça, je pense que c'est la clé et c'est ce qu'on doit retrouver, c'est le sens de ces langues. Mais c'est vrai que pour revenir au propos de Richard, on a aussi, par exemple, remis la semaine dernière un prix en engagement effort bilinguisme dans l'économie. On l'a remis au Grand Chasseral, donc on est venu à Sonsbeau. La conférence a été donnée par le patron de la Fédération horlogère en 2 langues. Ça n'a choqué personne, je tiens à le dire, tout le monde est encore là. Et puis, je crois que ça a été compris, mais le message qui est au cœur de ça, c'est ouvrez-vous à ces 2 langues et ces 2 cultures parce que l'économie a besoin de cela et qu'on ne peut pas occulter ça et que si on travaille mieux ensemble, le français, l'allemand et qu'on apporte nos richesses, nos cultures, eh bien, on va renforcer cette région au sens plus large du terme, qui est le Zélande, Bienne et le Grand Chasseral, à l'égard du reste du canton de Berne, qui s'est beaucoup joué de nos tensions, en fait. Et on a beaucoup profité, alors que je crois qu'on doit se tenir fiers de ce que nous sommes. Richard Vaucher, je sens que vous frémissez. Allez-y. Non, mais évidemment, mais je suis parfaitement d'accord et conscient de ce qui est dit dans ce sens-là. Mais simplement, quand on ça dépend ce qu'on entend par bilinguisme, en fait. C'est quoi votre définition à vous? Comment vous pour moi, le le bilinguisme, c'est Dominique Antonen. Voilà, pour le faire, il y en a très peu. C'est qu'on parle, on a ici dans nos régions des descendants d'anabaptistes qui parlent dans les 2 langues, ils savent pas si c'est en français ou si c'est en allemand. Ça, ok, ça c'est un bilinguisme vécu au quotidien. Mais ça n'empêche pas que cette région, on est une région francophone. Et puis, à ce titre-là, ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres langues, bien entendu, ça c'est loin de moi. Cette idée-là, j'essaye tous les jours, d'apprendre des nouveaux mots en allemand, etc. J'essaye d'améliorer tout ça. L'ouverture d'esprit, mais c'est évident, pour comprendre l'autre, il faut pouvoir parler sa langue. Et puis, j'espère que la réciproque fonctionne aussi dans les autres langues. C'est clair que le français... Puis on ne parle pas de l'italien, attention. En Suisse, je pense... Mais Richard Vaucher se
réflexe en fait identitaire qu'on entend bien derrière et qui est légitime, est-ce qu'il bloque pas au fond le fait de pouvoir remplir certains besoins qui sont notamment pour vous qui êtes dans le domaine économique, qui sont les besoins de l'économie, de trouver du personnel qui parle dans les deux langues, qui maîtrise non pas parfaitement les deux langues, mais qui peut comprendre l'autre langue? Mais c'est clairement une barrière, c'est clairement une difficulté. Les collaborateurs qu'on peut engager ici, ces collaborateurs viennent rarement du sud du lac. Hein, c'est exceptionnel quand on en est là. Parce que oui, c'est des difficultés. Quand on travaille ensemble autour de quelque chose, il faut réussir de se comprendre, il faut réussir de trouver. Et puis au-delà de la langue, il y a aussi des fois un petit peu la subtilité de la réflexion, quoi. Enfin voilà, c'est pas super évident. Mais le fait d'apprendre une deuxième langue, de maîtriser une deuxième langue, ça, je pense que c'est absolument nécessaire et obligatoire pour la cohésion. Glenda González-Bassi. Et le business. Exactement, je reviens au business. Parce qu'en fait, on a une réalité. On a une réalité dans notre région qui change, ça évolue. On ne peut pas rester figé sur une situation qui est celle qu'on a connue il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, la réalité que moi je vois à Bienne, c'est qu'on a une pression sur le marché de l'emploi, pénurie, personnel qualifié. Les entreprises ont besoin de recruter, des apprentis, elles ont besoin de recruter aussi du personnel qualifié. Et même dans la branche de l'horlogerie, qui traditionnellement est plutôt francophone, maintenant, des grandes entreprises doivent s'ouvrir pour aller chercher des apprentis germanophones. Ça ne suffit plus. Ça veut dire que cette pression, elle vient peut-être de la pression économique, mais finalement, c'est aussi un bienfait pour notre région parce que ça montre qu'on a intérêt à s'ouvrir à l'autre et qu'on a besoin les uns des autres. Et le bilinguisme n'est effectif et vivant que par la volonté des gens. Mais il se vit. On ne peut pas l'imposer. C'est quelque chose qui est fondamental entre la relation aux gens. Donc pour moi, l'économie aujourd'hui a besoin, dans notre région, et quand je dis région, je dis Zélande, Grand Chasseral et Bienne, de ce bilinguisme parce que c'est une force, une valeur ajoutée à l'économie aujourd'hui. Tout le monde est d'accord là-dessus, visiblement. Je reviens juste... Oui, bien sûr. Peut-être juste dire quelque chose, c'est que on a besoin de parler la langue de l'autre. Le plus mauvais scénario, ce serait qu'on se mette tous à parler anglais. Absolument. Dans le cadre Totalement d'accord. Dans le cadre, voilà, ça me paraît évident. Puis ça n'a pas été abordé, mais je pense quand même... J'allais y venir, merci, Richard Rocher. Pourquoi on le dit de cette manière-là? Oui, voilà. C'est justement, j'allais parler de la formation. Au fond, c'est de ça, de l'enseignement et de la formation. C'est pour ça que je me tourne vers vous, Daniel Elmiger, parce que on l'entend. Hein, il y a l'anglais qui est en l'air, et on essaie de plus favoriser cette langue-là, bientôt en Suisse. On a ces fameuses classes ou filières bilingues. Quand on préparait cette émission, vous m'avez dit l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est déjà là. C'est-à-dire qu'on a en Suisse plusieurs centaines de filières bilingues, donc à tous les niveaux de la scolarité. C'est le plus populaire dans les collèges, lycées, gymnases suisses. Là, il y a une maturité sur 6 environ qui est faite dans une autre langue. Les langues nationales se maintiennent le long des frontières linguistiques et dans les grisons, mais sinon, dans les cantons monolingues, ce train-là, il est parti, c'est à 90% en anglais. Voilà. Mais je continue à penser que ça pourrait être une voie pour la scolarité obligatoire ou en dehors des cantons bilingues, il y a très peu de filières bilingues, voilà, pour différentes raisons. Mais là où on pourrait avoir une vision à moyen terme, à long terme, où on dit, voilà, dans la scolarité obligatoire, il faut que ce soit une langue nationale et pas l'anglais. Parce que sinon, on va avoir à moyen terme un système anglophone, ou en tout cas bilingue, mais langue nationale du coin et avec l'anglais dans nos écoles suisses. Virginie Borel. Action politique nécessaire, je dirais. On a encore eu une séance cette semaine avec Région Capitale Suisse. Ça regroupe 5 cantons. Les 3 cantons bilingues, plus Soleure et Neuchâtel. Donc, évidemment, plutôt proches de la frontière linguistique. Et ce qui va se faire au niveau politique, ça va être une signature pour un engagement en faveur des langues nationales
en premier. Et ça, je pense que ce message, il doit vraiment venir de là. Vous savez qu'aussi, au niveau de la Confédération, la sonnette d'alarme a été tirée pour qu'on cesse ce chacun pour soi et les cantons germanophones qui disent « mais j'en ai pas besoin du français ». Pourquoi on enseignerait le français aux enfants? Parce que cette clause revient toujours. C'est la clause du besoin que nous, on ne peut pas invoquer puisqu'on en a besoin, en fait. Qu'on soit dans le Grand Chasseral ou dans le Zélande, on a vraiment besoin de ces langues. Elles sont là dans notre quotidien avec un futur hôpital à Brugg. Voilà, on sera soigné à Brugg. Donc, c'est de notre intérêt de défendre et de s'assurer qu'il y ait aussi les francophones pour nous soigner. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais au niveau suisse, les sonnettes d'alarme sont sonnées. Et vraiment, on fait un grand travail pour que maintenant, il y ait un engagement clair en faveur de ces langues. Encore une fois, pas parce qu'on en a tous besoin dans la même mesure. Donc, Bienne est l'exemple suprême. Nos régions sont quand même plus ou moins directement concernées. Mais effectivement aussi parce que nous appartenons à ce même pays et que c'est une des forces. Et on a oublié, je crois, dans ces débats et ce fédéralisme qui permet à chaque canton de décider dans quel ordre on va enseigner les langues, on a oublié ce que ça disait de nos identités en Suisse et de notre démocratie. Et pour moi, ça c'est la ligne rouge est clairement dépassée. Il faut vraiment agir. Richard Vogé, je rebondis juste sur le fait de l'anglais. C'est la langue de l'économie, qu'on le veuille ou non. Donc finalement, pousser ces jeunes à apprendre l'une ou l'autre langue, en plus de celle de base, est-ce que ça a vraiment du sens, puisque dans l'économie aussi du Grand Chasseral, on n'a pas forcément besoin de l'allemand. Si, on a besoin de l'allemand, mais ça dépend. Tout le monde frappe. La langue du business internationalement, j'en parlerai à personne, c'est l'anglais. Qu'on aille en Asie ou qu'on aille à l'Ouest, c'est l'anglais. Par contre, quand on est dans la pratique, quand on a affaire à peut-être des grands distributeurs, enfin commercialement, quand on est en Suisse, c'est quand même généralement l'allemand. C'est souvent des sociétés qui sont basées dans la région zurichoise, etc. Donc c'est l'allemand. Oui, c'est difficile à dire, mais après il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'en principe, quand on sait une langue, c'est plus facile d'apprendre la deuxième. Donc je pense qu'il faut avoir le suisse-allemand aussi. Le suisse-allemand, il vient par immersion, en principe. Puis vu qu'ici, on n'est pas totalement immergé dans le suisse-allemand, on a des fois un petit peu de peine. Il n'empêche de plus en plus. Je me retourne juste vers vous, Virginie Borel, pour dire que de plus en plus de germanophones habitent dans le Grand Chasseral, comme inversement, de plus en plus de francophones vivent dans le Zélande. Alors, pour le Grand Chasseral, je n'ai pas de chiffres, mais pour le Zélande, nous venons de publier avec le CAF et Zélande-Bilbienne une étude qui montre effectivement que le nombre de francophones, le pourcentage de francophones a cessé d'augmenter, et il y a même 2 communes qui ont plus de francophones que Bienne. Donc, c'est une réalité, mais ce sont des communes germanophones. Mais évidemment, ça pose des questions de scolarité, d'administration, comment on reçoit ces gens au guichet, etc. Mais ce qui me semble quand même important, il y a une chose qui a été dite avec laquelle je ne suis pas d'accord, l'économie en Suisse n'est pas exclusivement liée à l'anglais. Nous sommes un pays de petites et moyennes entreprises. La plupart d'entre elles travaillent au niveau national. Oui, au niveau national, et tout n'est pas international, donc il faut rappeler ce sens-là. Et on a, grâce à nos labels, on peut aussi montrer un certain nombre d'entreprises qui veulent s'engager pour cette diversité linguistique, parce qu'elles ont compris que c'est comme ça qu'on respecte son personnel et qu'on s'ancre dans le territoire suisse. Donc là, je veux dire, tout le monde, bien sûr, il y a des entreprises qui sont très anglophones, je ne vais pas le nier, mais il ne faut pas mettre tout le monde là-dedans. Il y a des exemples d'entreprises très ouvertes. Mais je pense que ce qu'a dit Richard Vogé, justement, c'est plutôt de dire au niveau suisse, c'est plutôt germanophone. Mais si on n'y prend pas garde, si on ne défend pas aussi cette identité multilingue que nous avons en Suisse,
ça sera encore davantage germanophone et finalement, ça ne sera que germanophone ou anglais. Et c'est là que, justement, je trouve très important de mettre l'identité au centre et la défense au niveau politique, mais au niveau économique aussi. Et je vois que l'économie suit maintenant dans notre région, de dire, ben oui, les 2 langues locales sont absolument indispensables pour défendre la place aussi du français. Et on voit qu'il y a de l'avenir dans cette perspective. Mais je pense que ça passe aussi par ces collaborations-là. Alors, Glenda González-Bastille, c'est très intéressant ce que vous dites, hein, puisqu'il faut l'accès notamment à la formation. On vient d'apprendre un cas malheureux au sein de l'administration où, aux espaces verts, un jeune ou une jeune voulait faire un stage en français et on lui a répondu, ici, il n'y a pas de place pour un apprenti francophone. Donc même à Bienne, c'est un gros souci. C'est pas un gros souci. C'est un souci, un défi permanent. Le bilinguisme est un effort et c'est un défi de répondre aux besoins. L'exemple que vous donnez, c'est malheureux, c'est très maladroit. Mais ça veut dire quoi? Que même là, il faut pouvoir sensibiliser au fait que la culture de l'autre existe, qu'il faut créer ce pont avec l'autre. C'est une réponse incomplète, en fait, d'un service qui disait que on ne prend pas d'apprentis francophones et ce qui manquait à cette réponse, c'est pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de formateur. Et juste pour reposer les choses dans leur contexte, on fait énormément d'efforts dans la ville de Bienne. Cette année, on a engagé autant de francophones que de germanophones au niveau des apprentissages. Et depuis des années, c'est assez équilibré. Donc, ce n'est vraiment pas une problématique que nous avons. Mais évidemment, dans une ville où vous avez une administration de 2500 personnes, sans compter les services scolaires et les services EMS, c'est évident que dans cette dimension, on ne peut pas être tout près, tout le temps. Mais cette anecdote que vous citez est justement l'occasion de thématiser encore la chose de meilleure manière et de s'améliorer. Ce qui est certain, c'est que ça pose quand même quelques défis, hein, notamment en termes de formation professionnelle, puisque plusieurs filières de métiers doivent, entre les germanophones et les francophones, soit se déplacer du côté de Léman. Il n'y a plus de présence de formateurs, vous venez de le dire, à Bienne. Donc il y a une vraie perte aussi en termes de formation, de possibilités pour les jeunes d'apprendre et de travailler sur place. Oui, et là, le gros défi, c'est qu'il faut aussi que tous les partenaires puissent comprendre. La formation professionnelle, c'est la relève de demain. On doit la renforcer parce que, surtout à travers le dual, c'est vraiment l'avenir. On n'a pas le choix dans notre région, étant donné notre tissu économique, de passer par le dual. C'est aussi la survie des PME qui s'assure par là. Donc, comment faire pour que la formation professionnelle soit attractive? Eh bien, moi, j'en arrive à la conclusion qu'il nous faut des filières monolingues pour toute filière de formation en présence. Ça veut dire qu'elles ne doivent pas forcément se situer à Bienne, mais elles doivent être dans un rayon d'action qui permet aux jeunes d'avoir accès à ces écoles professionnelles entre le Grand Chasseral, Bienne et le Zélande. Nous sommes dans une région qui est juste magnifique au niveau des opportunités, du potentiel que nous avons. Il nous faut nous lier et il faut collaborer au niveau des écoles professionnelles et au niveau du politique. Et là, j'ai un exemple très clair. Par exemple, les gros distributeurs, Bienne, ils sont établis à Bienne, ne forment pas en allemand, ne forment pas en français, parce que dans la répartition régionale de ces grands distributeurs, Bienne appartient à une région germanophone. Et là, politiquement, je ne peux pas accepter. Je dis non, si vous voulez travailler à Bienne, il vous faut former en français. Et qu'est-ce qui se passe? En entamant le dialogue avec ces grands distributeurs, on arrive à les faire bouger parce qu'ils voient eux aussi l'opportunité, à travers ce que Mme Borrell a dit. On voit une évolution des francophones, non seulement en ville de Bienne, mais aussi dans l'agglomération. Enfin, on a des communes comme Nido qui sont à 25%, Bruck bientôt à 20%. C'est tout un potentiel commercial aussi qui est chouette. Donc, on doit intégrer. Et par le biais de l'économie, on arrive à les prendre à bord. Et maintenant, ils s'engagent pour former en allemand à l'avenir. Ce qui est nécessaire et utile, pas seulement pour nous, mais aussi pour le Grand Chasseral, en l'occurrence, qui pourra ouvrir des places d'apprentissage en français dans la région. Virginie Borel.
Je pense que Daniel Lemiguer le dirait mieux que moi, mais en fait, il ne faut pas oublier que le bilinguisme, il est à géométrie variable. C'est le titre du débat d'aujourd'hui. Ça tombe bien. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule manière. C'est vrai que les filières bilingues de Bienne, c'est un exemple, mais à Neuchâtel, on a des classes prima. Dans les écoles professionnelles, il y a des classes bilingues, des classes monolingues. Et je pense qu'il faut garder ces éléments. Alors évidemment, ça complexifie tout l'élément de formation. Parce que les jeunes, ils ne sont pas prêts au même moment, on ne peut pas leur imposer, même si c'est une nécessité de la base. Puis il y a d'autres manières d'acquérir les langues. On peut les acquérir pendant sa formation professionnelle, mais on peut aussi, on avait lancé un projet avec la Chambre d'économie, on peut, en tant que jeune professionnel, une entreprise peut favoriser un échange pendant le premier semestre, justement parce qu'on n'a pas tous la même manière de pouvoir apprendre ces langues. Puis il ne faut pas mettre toutes les difficultés en même temps. Il faut juste rendre attentif, et ça, je pense que c'est aussi un déficit de nos écoles, en Suisse, disons, c'est qu'on ne thématise pas la diversité. Et ça, il faut le faire dès le départ, de dire, voilà, la Suisse, c'est comme ça, il n'y a pas que des petits Suisses allemands, il n'y a pas que... Et sur cette base-là, d'encourager et puis de proposer des choses. Alors évidemment, ça fait de notre région une région intéressante parce que on peut imaginer, on doit en fait imaginer plein de propositions pour que ça convienne à un certain nombre de profils. Je viens vers vous, monsieur, je reviens vers vous, monsieur Lemiguer. Juste sur cette thématique-là, vous me disiez, c'est vrai, il ne faut pas diluer, au fond, l'apprentissage du métier chez le jeune. Vous m'avez aussi dit, finalement, essayer de lancer un projet pour sensibiliser, et ça n'a pas du tout marché. Effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait peu d'intérêt. Peu d'intérêt, puis La faute à qui? La faute aux entreprises, aux parents, à qui? C'est la faute à pas de chance, non. Quand même un peu. Ou à un manque de prise de conscience. Parce que sur ce qu'elle dit, sur la nécessité de parler avec l'autre, sur la nécessité de comprendre, sur la nécessité... Enfin, qu'on ne comprenne pas ce qu'un voisin qui est à 25 km au sud raconte, c'est pénalisant à fond. Mais je trouve que dans notre canton, puisqu'on va parler du canton, on ne profite pas assez de l'opportunité qu'on aurait. On a vraisemblablement un système scolaire. C'est de la même direction. C'est chapeauté par le même chapeau. Je pense qu'on devrait pouvoir utiliser cette chance qui est dans un canton bilingue. Le canton bilingue, c'est le canton bilingue, c'est le pont les deux. OK. Mais en pratique, il y a relativement peu de choses. Il y a des classes qui sont des classes bilingues au niveau du gymnase, puis d'autres choses qui sont proposées. Mais dans les échanges qu'on pourrait faire entre entreprises, c'est aussi quelque chose qu'on avait imaginé à la Chambre à l'époque, ou d'aller en fin d'apprentissage, d'aller, je ne sais pas, 6 mois, une année dans une entreprise où on va s'immerger dans quelque chose. On va voir comment ça parle, on va essayer de comprendre, et 3, on va aussi comprendre comment la vie est sociale. Est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Il y a vraisemblablement une différence, puisqu'on vote aussi un petit peu différemment entre ces différentes sensibilités. donc il faut les vivre, il faut pouvoir être en immersion. Puis on aurait la chance dans le canton, mais il faudrait qu'il y ait une volonté politique de dire, mais politico-économique, parce qu'en fait, l'économie doit aussi faire son job. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Vous êtes d'accord, Daniel Lemiguer, volonté politique? Oui, mais je dis parfois que le bilinguisme sociétal, c'est comme un jeu. Donc, mais c'est un jeu dont peu de règles sont vraiment fixes. Prenons Bienne. Donc oui, si je vais à Bienne, si je m'installe là, j'ai le droit d'avoir les services administratifs dans ma langue ou dans la langue que je choisis. Il faut d'ailleurs choisir une seule langue dans la ville bilingue. On ne peut pas être administrativement bilingue à Bienne. Mais pour que ce jeu... Non, la plupart des autres règles ne sont pas vraiment données parce que voilà, on ne peut pas demander à toute personne d'être formatrice dans les deux langues. On ne peut pas demander à toute personne d'être bilingue à haut degré. Donc, mais le jeu fonctionne seulement s'il y a un peu de jeu dans les registres, dans les attentes qui ne sont pas démesurées. Donc, c'est vraiment très difficile parce qu'il y a très, très peu de règles. Néanmoins, ça semble fonctionner plutôt bien, mais c'est un équilibre fragile, je dirais. Oui, j'aimerais enchaîner là-dessus en disant...
effectivement, il y a beaucoup de marge d'action. Et c'est ce qui suscite aussi la capacité et le devoir d'être créatif, d'innover en permanence. Par exemple, dans les écoles, c'est vrai qu'on a des systèmes scolaires, c'est soit l'un, soit l'autre, et il y a les classes bilingues. Par contre, la ville a dans sa main la possibilité, vu qu'on organise les écoles, de dire on ne veut que des entités dans les deux communautés linguistiques sont en présence. C'est-à-dire qu'à Bienne, vous n'avez pas une seule entité qui est uniquement germanophone ou uniquement francophone, ce qui oblige finalement et met en présence et les enseignants et les enfants. Ensuite, on passe à l'école à journée continue, dont un tiers des enfants qui sont scolarisés à Bienne participent. Forcément, c'est bilingue. Forcément, ils sont en présence. Donc, un enfant va demander en suisse allemand « votre et puis la personne encadrante... Je veux des carottes, je traduis pour... La personne encadrante va lui répondre « Et tu veux aussi des pommes de terre ?» Et derrière, le petit garçon va dire est-ce qu'il y a encore de la viande? Nee, het niet meer. Et ça marche comme ça. Et c'est cette liberté-là qui est riche et qui suscite après un bilinguisme vivant. Mais on ne peut pas l'imposer. Il est donné. Et concernant l'économie, comme j'ai dit avant, on a une richesse dans notre région incroyable. Il ne tient qu'à la volonté des acteurs en présence de se mettre ensemble et de pousser finalement le politique, l'organisation, aussi au niveau du canton. Les écoles professionnelles, par exemple, elles sont présentes dans le Grand Chasseral, à Bienne et à Lys, pour la partie du Zéland. Elles pourraient tout à fait avoir une collaboration sur une filière de formation mécanique, par exemple, en disant on fait un semestre à Lys en allemand et on fait un semestre ici. Ça suscite énormément de charges de travail, mais de volonté. Et ce serait une opportunité pour nos jeunes. Parce que le danger que je vois finalement, c'est pas seulement au niveau de la langue, c'est qu'on voit que dans les statistiques, dans les chiffres, le Grand Chasseral aussi, les élèves, les jeunes quittent la région. Et par contre, à Bienne, on voit que les gens arrivent, mais ce n'est pas les jeunes du Grand Chasseral forcément qui viennent à Bienne. Ils partent plutôt, s'ils sont uniquement dans l'identité francophone, du côté de la Romandie. Et on les perd. Et c'est ça où je vois aussi un intérêt à pouvoir collaborer davantage dans les deux langues. Je vous en prie. Je pense que l'idée de collaborer dans les deux langues, etc. est bonne. J'ai un petit peu de scepticisme sur la manière, sur la possibilité d'apprendre un métier éminemment technique avec énormément de choses qui sont différentes de ce qu'on fait à l'école pour, par exemple, mécanicien, électronicien ou d'autres métiers où on doit acquérir des compétences qui sont manuelles, qui sont technologiques, etc., etc. Et tout ça, en plus, avec une langue supplémentaire, je pense que ça complexifie et puis... idéalement, un mécanicien doit être mécanicien. Enfin, je dirais, il doit réussir d'acquérir les compétences nécessaires pendant les 4 ans que dure la formation. Mais par contre, en post-formation, de favoriser des parts. Alors, tous ne reviendront pas ici, oui, mais enfin, c'est égal si l'inverse fonctionne. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on envoie simplement des gens, il faut en recevoir aussi. C'est évident. Puis s'ils se plaisent chez nous, à Bienne ou dans le Grand Chasseral, ils y feront des racines, quoi. Enfin, Surtout s'il y a du soleil à Tramelan. Surtout s'il y a du soleil à Tramelan. On est d'accord. Pas comme aujourd'hui. Du soleil à Tramelan, bien entendu. Virginie Borel, on l'entend, post-formation, peut-être, oui, là, je suis plus ou moins d'accord. Finalement, je suis complètement d'accord avec moi-même, j'ai bien compris. C'est bien. Mais au fond, est-ce que la solution, c'est pas le poste, c'est plutôt l'ANTES, c'est-à-dire commencer très tôt à sensibiliser, à immerger nos enfants. Alors, moi, je ne suis pas la spécialiste, on a la chance d'avoir Daniel. Mais moi, ce que je voulais rappeler, c'est qu'il faut aussi que le canton de Berne, on a parlé de la ville parce qu'on a cette chance d'avoir une ville qui en a fait vraiment son ADN. Et les germanophones avant que Glendan arrive, donc je veux dire, c'est quand même à saluer aussi. Ça veut dire que c'est possible. Quand il y a un intérêt, on voit qu'on peut faire bouger les lignes. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi que le canton vraiment travaille à positionner ce bilinguisme. Et je trouve que c'est un peu faiblard, quoi. Vraiment, il y a eu la commission Stöckli, énormément de mesures, de recommandations qui étaient proposées. Et puis, on a quand même inclus dans la législature la question de la diversité du bilinguisme, soigner sa diversité et son bilinguisme. Je pense qu'il faut véritablement que le canton ancre cette dimension parce que c'est une plus-value
aussi pour son existence au niveau suisse, ce canton pont, ce canton qui a des contacts. Mais pour ça, on a besoin des germanophones. Donc là, on parle, on est un tout petit peu en entre-soi, mais on ne peut pas faire du bilinguisme sans la volonté de la majorité de ce canton. Donc politiquement, il faut véritablement qu'il y ait un engagement plus fort et qu'on ne soit pas tout le temps en train de se dire « ouais, alors ça va pas mal, mais là, c'est fragile ». Là, on est en train de faire une loi sur le bilinguisme au niveau cantonal, mais au même moment, il y a une motion qui dit « on va arrêter avec le français précoce ». Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on veut fondamentalement, il faut une fois l'affirmer. Alors, il y a un peu comme une côté schizophrène dans ce canton. On le comprend bien. Je me tourne vers vous, Daniel Elmiger, parce qu'en fait, on a une vision aussi du bilinguisme. Qu'est-ce que c'est le bilinguisme dans notre région? On l'a entendu ici autour. Il y a la vision du vivre ensemble. On le vit tous les jours au quotidien. Et il y a plutôt le vivre côte à côte. Au fond, quelle est la meilleure vision du bilinguisme? Qu'est-ce qui favorise le plus le bilinguisme? Je crois que c'est dans le baromètre du bilinguisme qu'on a commencé à poser la question, est-ce que les deux communautés vivent plutôt côte à côte ou bien plutôt ensemble? Et puis je crois que finalement, oui, il faudrait qu'il y ait une vie ensemble pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait suffisamment de personnes qui sachent s'exprimer dans les deux langues, parce qu'il les faut aussi, mais il faut aussi permettre à d'autres qui ne sont pas à l'aise, qui viennent d'arriver ou qui ont parfois peut-être aussi des attentes un peu plus de rester dans leur propre langue. Donc il faut les deux. Mais idéalement, il faut favoriser la vie ensemble, parce que sinon, cela ne peut pas marcher s'il n'y a que des gens qui disent « mais je veux profiter du bilinguisme, mais je ne veux rien donner ». Ça doit être possible, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Alors cette vision-là, elle a été thématisée, en tout cas cristallisée. On ne va pas passer à côté de ce débat-là, notamment autour de la discussion qu'il y a eu autour de la concession, avec deux projets différents, deux visions du bilinguisme, avec la future télévision Canal B et Télébilingue, où effectivement il y a deux visions, une manière d'être ensemble, une rédaction totalement bilingue où des gens sont à peu près bilingue, et puis une vision, je schématise parce que la télévision n'existe pas, donc on ne connaît pas encore le contenu, mais qui dit on est plutôt concentré d'abord sur une langue, et puis après on crée des ponts entre ces deux langues. Donc on sent qu'il y a une manière très différente de voir les choses qui est légitime dans les deux cas. L'idée, c'est aussi de voir quel rôle les médias, de manière générale, on le voit aussi dans notre région avec les remous suscités par la vente de Canal 3 en français, la vente du Journal du Jura à un autre éditeur, qui montre que les francophones, en tout cas, se sentent très fragilisés par cette vente-là, et à l'inverse, du côté germanophone ou biennois, on se sent aussi totalement fragilisé par rapport à cette situation. Quel rôle, et ça je vais peut-être vous poser la question, Glenda González-Badé, quel rôle vous aimeriez vraiment que les médias locaux jouent dans cette région? La vocation première d'un média, c'est de couvrir l'actualité de la région. Donc, le plus local possible pour les plus petits médias, et forcément un média régional ou national a une vocation à étendre davantage son périmètre d'action. Ici, nous avons jusqu'à présent en présence le Bieler Tagblatt, qui est un média écrit germanophone, qui couvre Bienne et l'Aglo, et le Journal du Jura, qui lui est le média écrit correspondant et qui couvre Bienne et l'Aglo et le Grand Chasseral. Maintenant, la question qui va se poser, vu qu'on est en train de redistribuer les cartes ou regrouper les choses, c'est est-ce que nous aurons deux médias qui vont couvrir exclusivement leur région linguistiquement parlant, ou est-ce qu'il y aura encore ces mix? Et nous, ce qui nous interroge, c'est la séparation. On souhaiterait vraiment pouvoir avoir deux médias dans les deux langues qui couvrent le rayon d'action qui correspond à la population réelle qui y vit. Dans le Grand Chasseral, on a pas mal de germanophones qui sont abonnés au Bieler Tagblatt et réciproquement. Donc c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est que les gens puissent avoir accès à une information locale
actuelle dans les 2 langues correspondantes, mais aussi, surtout, pour moi, c'est la garantie qu'on a le droit à l'information et les gens ont aussi le droit à la parole, étant donné que ces médias donnent la parole. Alors ça, c'est vraiment un peu la vision biennoise. Si on va du côté du Grand Chasserelle, finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'une épicerie nouvelle s'est ouverte à Arberg? Alors, ce qui est... attention les vélos là. Non. C'est pas l'objet traité qui nous intéresse ou nous intéresse pas, enfin qui peut potentiellement nous intéresser ou pas nous intéresser. Enfin, je pense que je suis complètement d'accord avec vous, Glenda, c'est qu'on est dans un bassin, puis on est dans ce même bassin. Simplement, il y a une manière de communiquer, il y a une langue de communication, puis une autre langue de communication. Ici, le français, comme à Arberg et l'allemand. Mais l'information, par exemple, politiquement, ce qui se passe à Berne, ce qui est décidé, les débats aux chambres, l'administration, enfin toutes ces choses-là, tout ce qui nous impacte quotidiennement, on souhaite le savoir avec la même légitimité que d'autres parties du canton, mais on souhaite le savoir dans notre langue, point. On n'a pas besoin d'entendre dans les 2 langues, ça va pas. On va pas regarder les deux nouvelles sur télé bilingue. On va pas regarder d'abord en allemand, puis après voir s'il faut juste de la traduction en français ou réciproquement. On va pas fonctionner comme ça. Mais vous allez les regarder en français. On va les regarder en français. Ouais, voilà, c'est le français, c'est tout. C'est ce que j'ai voulu dire dès le début par rapport à ça, c'est que ici, voilà, on a deux cercles qui se, puis il y a un point de convergence qui est dans la région biennoise où les 2 langues sont en parité quasiment. Quoi, voilà. Nous, on n'est pas en parité ici. J'aimerais juste préciser une question de données. Dans le canton de Berne, on a à peu près 110 000 francophones. Oui. La moitié, un peu plus de 50 000, sont dans le Grand Chasseral. Oui, environ, oui. Un peu plus d'un quart sont à Bienne. Oui. Et dans l'agglomération biennoise, il y a environ 20 000 francophones aussi et environ 10 000 en ville de Berne. Donc, on est vraiment dans des proportions qui sont assez équilibrées au niveau régional. Donc, c'est là où on doit être attentif. Et c'est pour ça que je dis, c'est un droit à être informé dans sa langue. Et ça, il faut aussi que les lecteurs jouent le jeu et permettent la survie de ces médias écrits dans leur langue respective. Et ça, on parle évidemment de la presse écrite avec des titres... Et y compris... Vous dites la même chose, c'est pas... Virginie Borel, le rôle des médias, il est essentiel dans cette construction de la, j'allais dire, compréhension mutuelle et de la sensibilisation. Oui, pour moi, alors, je suis très attachée aux médias. Je viens du monde médiatique, donc je suis très attachée aux médias régionaux. Voilà, c'est clair que ça joue un rôle important. Moi, ce qui me dérange, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans une colonne là-dessus, c'est qu'en fait, on est passé d'un éditeur, d'une famille d'éditeurs qui avait à cœur de couvrir cette région et qui la voyait comme telle, qui a fait 2 journaux historiquement, voilà. Et puis on est habitué à ça, voilà. Et puis Télébilingue est venu par-dessus avec un concept, une création tout à fait innovante à l'époque. Enfin voilà, j'ai aimé cette audace des éditeurs de tenter quelque chose. Ce que je trouve nettement moins agréable maintenant, c'est qu'en fait les nouveaux éditeurs, eux, ont une réflexion qui est purement économique et c'est pas rentable, je vends et je m'en sépare. Et effectivement, dans un canton de Berne avec 10% de francophones, notre région, médiatiquement est difficilement rentable. Et je pense que si on ne pense notre région qu'en termes de rentabilité, on ne va pas pouvoir avancer. Et pour moi, c'est vraiment cette question d'identité. Donc effectivement, je suis très fâchée, moi, des décisions qui sont prises. Les changements, c'est bien, mais encore faut-il savoir vraiment qu'il y ait une vision pour la région. Et ça, je ne suis pas sûre qu'elle nous soit garantie dans les 2 cas que vous avez mentionnés. En même temps, on est dans une réalité médiatique et économique. On essaye d'assurer des places de travail. Je pense que quand on parle de rentabilité, c'est aussi ça, c'est pouvoir garantir les places de travail aux personnes qui sont dans la région. Notre public a quelques questions. On ne lui reste plus beaucoup de temps, donc je les prends
je les prends rapidement. Elles vous sont un peu adressées, Virginie Borel, dans le sens où je vous les donne les deux. Est-ce qu'on peut faire pression sur les entreprises pour qu'elles ne s'adressent plus en allemand, en fait, par écrit, quand le destinataire habite dans le Grand Chasseral ou en Suisse romande de manière générale? Et est-ce que pour les annonces de places d'apprentissage, est-ce qu'il est équitable de proposer des places d'apprentissage seulement pour Suisse allemand à Bienne? Est-ce que le forum peut intervenir? Oui, alors je vous les donne comme ça, les questions. Une des missions du forum, c'est la sensibilisation, et c'est clair, c'est un énorme boulot parce que je rappelle, je sais pas, on a l'air de couvrir tout, et je veux dire, c'est 3 postes, le forum du bilinguisme, c'est pas une administration ni cantonale, voilà, donc on essaie vraiment déjà de beaucoup bouger, mais il y a tellement de chantiers auxquels il faut veiller. Donc on doit vraiment fixer des priorités. On a beaucoup travaillé avec le CAF et la ville sur les questions de places d'apprentissage. Ce qu'on peut garantir, c'est que vraiment, à Bienne, il y a une évolution marquée de la possibilité pour les francophones de trouver une place d'apprentissage, parce que la grande crainte derrière, c'était de se dire, les francophones qui ne peuvent pas se former dans notre région, ils vont simplement aller se former ailleurs et potentiellement ne plus revenir. Et ça, c'est très dommageable pour la région au sens large. Donc là, on a agi avec grande priorité. On essaye d'agir en déterminant quelles sont les urgences. Et en ce moment, j'ai envie de dire, on est comme des pompiers, il y a plusieurs feux qui se sont déclarés, et puis on essaie de faire le mieux possible pour ça. Mais oui, c'est clair que lorsqu'une entreprise écrit en allemand, il faut lui écrire, il faut lui rappeler. Et vous pouvez le faire en tant qu'individu. Nous, on le fait en tant qu'institution derrière. On a des lettres types, on vous les met à disposition. Mais oui, râler toujours, c'est notre position, mais c'est notre position ici dans le canton de Berne. Mais si on regarde à Fribourg ou en Valais, c'est l'inverse. Donc, c'est la position du minoritaire qui veut ça, et il faut le faire. Je pense que c'est vraiment redire et chaque fois réaffirmer notre présence et notre... Là, on a le droit et on réaffirme notre identité de râleur. Non, notre identité tout court. Et dans le contexte, s'il faut râler, râlons. Alors, peut-être, on arrive vraiment au terme de cette discussion. Juste encore cet exemple et cette question. Gampelen, champion en français, c'est un exemple à relever. Les Neuchâtelois vont s'y établir pour des raisons fiscales, mais aussi et surtout peut-être pour le bilinguisme qui est vécu. Cette ouverture démontre, au fond, un certain intérêt pour cette immersion. Alors, est-ce que ça, c'est l'avenir de notre région? Je vais peut-être vous poser la question à celle qui incarne, on va dire, la ville bilingue. On le vit. On vit maintenant une migration intercantonale, essentiellement de romans à Bienne. C'est une réalité depuis maintenant 3-4 ans. Et ça augmente. Et ce sont des gens qui viennent plutôt de l'arc lémanique pour diverses raisons. Il y a effectivement la question du bilinguisme qui est souvent invoquée. Il y a aussi la question du logement, parce qu'on connaît la question de pénurie de logement dans les villes de manière générale. Donc là, à Bienne, on a encore des possibilités. Mais il faut en fait un cumul de paramètres qui permet à quelqu'un de dire, je vais m'établir dans cette ville. Donc oui, c'est l'avenir et on le voit dans l'agglomération. La statistique démontre que le pourcentage de francophones est en augmentation permanente. Et il faudra des réponses très claires au niveau des administrations pour la suite. Richard Vaucher, est-ce que l'avenir, c'est aussi des communes bilingues dans le Grand Chasseral? Je ne sais pas. Non, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces germanophones qui sont là? Arrêtez cette casquette de sectaire. Je ne suis pas du tout sectaire, mais enfin, on peut pas gérer les flux de population. La population, c'est un organe vivant qui va s'établir où ça va. Je pense qu'on n'a pas toujours parlé le français qu'on parle aujourd'hui ici. La frontière des langues peut varier. C'est comme ça. Mais si le canton de Berne veut rester ce canton bilingue, il faut qu'il y ait une partie francophone claire qui soit là. Mais oui, mais non, mais il ne faut pas se fermer, c'est con. On va pas se fermer. Juste en 20 secondes, Virginie Borel, l'avenir, c'est des communes comme celle de Gampelen-Champion? Alors, c'est vraiment un intérêt qui n'est pas toujours assumé, contrairement à ce que vous venez de dire. Les Neuchâtelois viennent parce qu'ils trouvent une maison, puis ils ont oublié que la commune était germanophone. Donc, après, ça pose des problèmes au niveau de l'école. Et ça, il faut être très, très clair. Il faut aussi que
on prenne, nous en tant qu'individus, on prenne nos responsabilités à l'égard des langues. Et si on voulait faire des communes bilingues, ce qui n'est pas du tout l'objectif, je crois qu'il faut aussi rassurer tout le monde. Il faudrait changer la constitution cantonale. Je crois qu'on n'en est pas là. Mais il faut avoir des outils qui sont à disposition des administrations publiques pour pouvoir mieux gérer les communes en fonction du changement de profil de nos communes. Pourquoi le bilinguisme est important? Daniel Emger, votre mot de la fin en 15 secondes. Parce que ça permet une vie ensemble dans un pays qui est plurilingue, qui ne se définit pas par une religion, par une langue, par un territoire très clair, mais par la volonté de cohabiter. Et puis voilà, si je pense aussi à ces gens qui s'installent, c'est souvent la première génération où les relations se crispent, parce que c'est aussi des adultes qui ont peut-être plus de difficultés à s'approprier une autre langue, mais en général, et puis on l'a vu par le passé aussi, la deuxième ou troisième génération, il n'y a plus les mêmes problèmes parce que c'est normal pour eux de grandir et d'évoluer dans un environnement où il y a plus d'une langue qui est parlée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir animé cette discussion. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir été de la partie. Quant à moi, je vous dis tchuss, Sam.